Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui, c'est Olivier Goua, le fondateur d'October, une plateforme technologique de prêt aux PME. Il viendra nous parler de la maladie de Charcot dont il souffre depuis décembre 2020, un combat qu'il raconte dans un film qui sortira au printemps. On peut d'ores et déjà préacheter des places pour ce film. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur le déploiement de l'autopartage, notamment dans les villes moyennes. On prendra l'exemple du Genevois français avec ses 425 000 habitants et ses 22 000 entreprises. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée EHM avec ses moteurs hydrogène à haut rendement. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Olivier Goua, vous êtes le cofondateur d'October, c'est une plateforme de prêt à destination des PME créée en 2014 et vous êtes venu pour parler notamment de la maladie de Charcot. Décembre 2020, il y a un peu plus de 2 ans, vous avez diagnostiqué cette sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Vous avez décidé d'en parler, d'en faire un combat public. Pourquoi ? En fait, quand la nouvelle m'est tombée dessus, naturellement, je me suis replié sur moi. Avant de réaliser, 3 mois plus tard, en me repliant, j'allais me punir 2 fois. Et ça, je ne voulais pas. J'ai commencé à témoigner. Et plus je témoignais, plus je voyais l'utilité du témoignage. Oui, à chaque fois que vous avez commencé à prendre la parole, je crois une première fois dans un blog, vous avez répondu à un podcast, dans une interview, et ça a provoqué énormément de réactions. Qu'est-ce qui a fait réagir ? C'était votre témoignage, mais peut-être aussi le fait qu'un entrepreneur dise « voilà ce qui m'arrive, est-ce que je continue à travailler ?» Qu'est-ce que vous avez raconté ? D'après vous, qu'est-ce qui a touché à ce point les gens ? À mon avis, 2 choses. D'abord, l'entrepreneur est vu souvent comme un Superman. Et le fait de me montrer avec mes faiblesses a touché les gens. La deuxième raison, beaucoup plus grave, je dirais, c'est que beaucoup de gens vivent avec un handicap visible ou invisible. Et en me voyant témoigner, ils ont eu envie, eux aussi, de faire leur coming out. Et depuis 2 ans, je vois le monde très différemment. Je vois la souffrance souvent cachée. Et le fait de dire, ce n'est pas parce que vous souffrez que vous devez avoir honte. Vivez votre vie. Soyez heureux. Soyez un message qui porte. Qui touche les gens, et notamment en entreprise, c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est-à-dire que vous parlez des handicaps visibles et invisibles, c'est-à-dire que j'imagine beaucoup de gens, de salariés, de collaborateurs d'entreprise qui souffrent de handicaps invisibles, qui n'osent pas en parler, et qui sont venus vers vous et qui vous ont dit qu'est-ce que je fais ? Il faut, et vous leur conseillez de dire les choses, c'est plus simple après, malgré tout. Je suis très prudent. Je ne suis pas psychologue, oui. Mais le fait est que je suis devenu le réceptacle de beaucoup de secrets. Ce que je conseille aux gens, c'est de se faire aider, d'en parler, ne surtout pas se punir 2 fois. Est-ce que vous continuez, donc je l'ai dit, vous avez cofondé cette plateforme de prêt à destination des PME, October 2014, vous continuez à faire votre métier d'entrepreneur, comment vous faites en fait ? Je le fais différemment. Oui. J'ai beaucoup de chance
d'avoir un associé qui est devenu le président de l'entreprise. Et moi, je travaille, mais je suis moins dans le personnel. Je ne peux plus. On est présent dans 5 pays et mécaniquement, pour moi, me déplacer en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas est compliqué. Oui, évidemment, les déplacements deviennent beaucoup plus compliqués. Votre engagement, tiens, peut-être une question sur la maladie de Charcot dont vous souffrez. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Pardon, c'est très personnel, mais voilà, c'est aussi une émission qui sert à ça, à faire de la pédagogie. Qu'est-ce qui vous arrive, quoi? D'abord, je suis très décontracté. Je parle de tout ouvertement. Bon. La maladie de Charcot me rend prisonnier de mon corps. En fait, rien ne fonctionne, sauf ma tête. Le cerveau fonctionne très bien, on le voit, mais les muscles s'atrophient, c'est ça? Les muscles s'atrophient, la parole se déforme, les poumons ne fonctionnent plus. Mais en revanche, j'ai l'air peut-être idiot quand je vous parle, mais ce que je dis est très clair. Dans ma tête, au moins. Oui, oui. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut déjà l'assumer. Ce regard des autres, le fait qu'effectivement, parce que vous parlez comme ça, il y a des gens qui vont penser que vos idées ne sont pas claires. Mais dans une entreprise, vous avez dit, le chef d'entreprise, on croit que c'est Superman. Mais quand vos salariés vous ont vu avant, et vous voient revenir sur un fauteuil et parler comme ça, comment ça se passe avec eux? Les salariés, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Parce qu'ils me connaissent, donc ils savent comment j'étais. Et donc, au contraire, ce sont mes premiers défenseurs. En revanche, les gens que je ne connais pas, moi, je suis un peu limité. Souvent, un truc tout bête, mais si je vais au restaurant, on ne me parle jamais. On parle à ma femme. Ouais. On pense que je ne suis pas capable de comprendre la parole. Est-ce que ça vous fait mal quand vous parlez? Parce que c'est l'impression qu'on a... Il y a de la douleur. Bon, alors, on va essayer de... Ah, mais je l'assume. Oui. Mais ce n'est pas grave. Bon. Mais je vais quand même terminer l'interview et prendre le temps de parler de ce film Invincible été qui sort le 31 mai. Il y a une première sortie au Grand Rex, je crois, à Paris. Mais vous en parlez dès aujourd'hui parce qu'on peut déjà acheter des places pour voir ce documentaire, c'est ça? Exactement. C'est un documentaire à la fois ambitieux, sorti au cinéma, et engagé. Engagé patient. Je veux combattre pour la place du handicap. Je veux combattre pour la recherche médicale. C'est pour ça que les profits des films iront à l'Institut du cerveau. Les profits iront à l'Institut du cerveau. On peut, des entreprises, d'ailleurs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres, il y a des salariés qui nous regardent. Des entreprises peuvent acheter des places dès maintenant. Exactement. On a déjà récolté 900 000 € au lycée. 900 000 € récoltés pour l'Institut du cerveau. Invincible été, ce film, ce documentaire, il est signé Stéphanie Pilonka. Et donc, on peut d'ores et déjà, en allant à l'adresse www.invincible-été.com, trouver d'abord des informations et puis acheter des places, préacheter des places pour voir des extraits. Et même voir des extraits. Merci Olivier Goa. Donc je rappelle que ce documentaire Invincible été sort au cinéma le 31 mai. Vous pouvez d'ores et déjà acheter des places. D'ailleurs, Bismart a déjà acheté des places pour tous les salariés, pour tous les collaborateurs de la chaîne. Vous pouvez acheter ces places à l'adresse
www, je redonne l'adresse, invincible-et.com. Voilà, on passe au débat de ce Smart Impact, on parle d'autopartage. C'est le débat de ce Smart Impact avec mes invités Jean-Baptiste Schmider, bonjour, bienvenue. Bonjour. Président fondateur de Cities, et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Anne Ponchon, qui est chargée des mobilités au pôle métropolitain du Genevois français. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, Jean-Baptiste Schmider, vous nous rappelez ce qu'est Cities, c'est quoi, un pionnier de l'autopartage, on peut dire ça? Oui, c'est ça. Cities, on a démarré il y a un peu plus de 20 ans maintenant avec 3 voitures partagées par une dizaine d'utilisateurs. Et aujourd'hui, Cities, c'est un réseau coopératif donc, qui regroupe 14 opérateurs locaux. Ça représente 2000 voitures sur 180 communes et partagées par 80 000 utilisateurs. Ouais. Et vous lancez une campagne de financement participatif, une levée de fonds, on y reviendra évidemment dans un instant, mais peut-être détailler ce qu'est la gouvernance de Cities, initiative citoyenne et coopérative, c'est important de le dire. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que comme je disais, on a démarré au départ d'une dizaine d'habitants qui se sont dit mais quand on vit et travaille dans une ville, finalement, on a tous des voitures qui dorment 95% du temps. Si on les optimisait, on réduisait à la fois le nombre, donc l'emprise prise par la voiture, ouais. et finalement l'utilisation. Hein. Donc on voit bien, aujourd'hui on parle de sobriété énergétique, mais nous... Vous y êtes depuis 20 ans. Exactement. Voilà, donc à partir de cette initiative, on a créé une association, puis après on s'est rendu compte que pour développer le modèle et l'offrir au maximum de monde, il fallait quand même un peu de fonds. Ouais. Donc on s'est transformé en coopérative, et donc c'est un réseau de plusieurs coopératives. Et localement, c'est ce qu'on appelle des coopératives d'intérêt collectif. C'est des entreprises qui associent les citoyens, les salariés, les collectivités locales, et puis d'autres partenaires de la mobilité, du transport, etc. Ouais. Alors on va se tourner vers Anne Ponchon tout de suite dans cette émission pour découvrir le Genevois français, qui est peut-être l'impact économique, on va dire, de cette région. C'est combien de communes, d'habitants, d'entreprises? Alors, le pôle métropolitain du Genevois français, c'est une collectivité locale qui réunit 117 communes françaises autour de Genève, dans le département de l'Ain et puis de la Haute-Savoie. Et sur notre territoire habitent 425 000 habitants, il y a 22 000 entreprises également, qui sont dans ce contexte transfrontalier un peu particulier, où le taux de motorisation est très important, plus de 10% par rapport à la moyenne nationale, et où on a vraiment dans notre ADN le fait de travailler ensemble sur des solutions, des politiques publiques et des projets porteurs de sens en matière de transition écologique, et puis aussi de qualité de vie de nos habitants. Donc voilà le pourquoi on est bien engagé sur le développement de solutions telles que l'autopartage. Alors justement, l'autopartage, quelle place, depuis combien de temps cette solution fait partie de vos offres de nouvelles mobilités ? Depuis 2016, donc on s'était engagé en faisant un appel à manifestation d'intérêt pour essayer de trouver des solutions qui permettent, comme le disait Jean-Baptiste, à nos habitants et aux entreprises de se séparer de voitures, d'éviter d'être propriétaire à tout prix, alors que on n'a pas toujours besoin d'une voiture. Globalement, pour les personnes qui font moins de 10 000 km par an, ça coûte moins cher d'avoir accès à un service d'autopartage que d'être propriétaire de sa voiture avec les soucis qui vont avec. Donc dès 2016, un engagement du pôle pour développer ce service. Aujourd'hui, on est présent dans 10 communes du territoire et bientôt dans 12. Ouais, ça progresse, ça. C'est quoi si on fait un bilan de l'année écoulée, de l'année 2022, c'est combien d'utilisateurs quel bilan vous faites de cette année écoulée? Un bilan très positif en termes de pourcentage. On a plus 50% de trajets, plus 45% d'utilisateurs en 2022 par rapport à 2021. Globalement, si je regarde un petit peu nos résultats plus précis, on est à plus de 5000 utilisateurs par an.
Ouais, donc un bilan et surtout une tendance qui est intéressante. Je reviens vers Jean-Baptiste Schmider sur cette tendance. Bon, là, on a un exemple, mais vous l'avez dit, on parle de sobriété énergétique, vous y êtes depuis 20 ans. Le contexte, depuis un an, forcément, ça porte l'autopartage et une entreprise comme la vôtre. Oui, on sent vraiment depuis la fin du Covid, là, et puis aussi l'augmentation du prix du carburant, que c'est ça qui amène les gens à réfléchir à leur mobilité, à se dire mais comment je peux faire autrement ? Je ne peux pas continuer à me déplacer de cette façon-là. Et donc, effectivement, on sent, nous ce qu'on constate, c'est globalement plus 30% sur 2022. Donc quels sont si on liste les avantages de l'autopartage pour les habitants, les entreprises aussi d'une région? Alors, il y a le Genevois français, mais il y a toutes les autres dans lesquelles vous êtes installés. C'est quoi? Alors, l'avantage, il est en premier lieu économique. C'est que la voiture, c'est quand même le deuxième budget d'un ménage. Donc, si je peux me débarrasser de ma première ou de ma deuxième voiture, c'est quand même un gain important. Le deuxième avantage, il est pratique, c'est-à-dire que j'ai plus à me soucier de l'assurer, de l'entretenir, de chercher une place pour me stationner. Donc c'est l'avantage de disposer d'une voiture quand je veux, sans les soucis, quoi. Et puis le troisième impact, je dirais qu'il est plus global, c'est l'écologie, c'est-à-dire que quand je passe à l'autopartage, effectivement, ça m'amène à réfléchir ma mobilité différemment. En fait, je repense mes déplacements, je marche plus, je fais plus de vélo, je prends plus de transports en commun, je covoiture bus. Donc au final, on peut aussi dire que c'est bon pour la santé finalement. Oui, il y a toute une démarche qui suit. Anne Ponchon, je reviens vers vous. Tiens, pour parler un peu trivialement d'argent, est-ce que vous avez modélisé les économies réalisées par les utilisateurs de Cities, par ceux qui ont basculé dans l'autopartage dans votre métropole? Alors, pas de manière globale, mais si on donne quelques exemples, on sait qu'une voiture, ça représente environ 6 000 € par an de coût budgétaire pour un ménage, qui fait à peu près 10 000 km chaque année. Ça, c'est quand on doit acheter la voiture, les réparations de temps en temps, gérer l'assurance, etc. Et avec 6 000 €, si on utilise Cities, ça représente l'équivalent de 120 journées de Cities de 8 heures avec 50 km par jour. Donc ça veut dire qu'en gros, pour un budget égal, soit on a une voiture qui dort très régulièrement au garage parce que, par exemple, au quotidien, on utilise plutôt le vélo, etc. Ou soit on a l'usage de Cities et le paiement que quand on en a besoin. Et avec un budget de 6 000 €, on peut faire plus de 2 journées, utiliser 2 journées de voiture sur le territoire pour des déplacements. Oui, donc on a bien compris que c'était utile et rentable. Jean-Baptiste Schmider, vous lancez donc une souscription, une levée de fonds participative, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Donc en gros, Cities, nous on s'est développé d'abord dans les grandes agglomérations où c'est plus facile de se passer de sa voiture, et aujourd'hui on a une demande dans les villes moyennes, et l'expérience du Genevois français nous montre que ça peut marcher, mais on a quand même besoin de fonds puisque il faut du temps en fait, c'est un processus de se débarrasser de sa voiture, ça prend du temps. Donc nous, quand on arrive dans une ville, ça marche pas du premier jour, ça prend du temps. Donc effectivement, on a besoin de fonds pour lancer. Et notre objectif, c'est de mettre 5000 voitures et de doubler le nombre de communes où on sera présent dans les 4 ans qui viennent, quoi. Donc 5000 nouveaux véhicules en autopartage, ça ferait économiser beaucoup de CO2? Oui, c'est à peu près 10 tonnes de CO2 par véhicule en autopartage rajouté, donc 5000 x 10. Oui, donc ça va vite, on est à 50 000 tonnes de CO2 en moins. Vous en êtes toute cette levée de fonds participative? Alors, on est pas mal. C'est le début, ça a bien avancé? On est à peu près à la moitié de notre objectif. Oui, ça répond bien. Mais ça veut dire que dans les villes moyennes, vous avez une demande en augmentation d'installation, de création de... Oui, on a une demande. Alors à la fois des collectivités, parce que depuis la loi, l'homme, sans rentrer dans la technique, elles sont autorités organisatrices de la mobilité, donc des transports, mais aussi des nouvelles mobilités. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mettre des bus et des trams dans toutes les petites communes, donc elles cherchent des solutions de mobilité partagée plus flexibles, je dirais, que des transports lourds. Et puis aussi des habitants qui disent, mais moi aussi, je suis passé au vélo électrique, je covoiture, est-ce que je vais continuer à avoir
2 ou 3 ou 4 voitures par ménage, par foyer. Mes enfants commencent à avoir le permis. Est-ce que je dois rajouter des voitures ou est-ce que je cherche d'autres solutions? Donc oui, il y a une demande aussi dans les villes moyennes aujourd'hui. Les véhicules que vous proposez en autopartage, c'est quoi? Vous avez un partenariat avec une marque particulière, avec plusieurs? C'est forcément c'est des voitures thermiques classiques ou alors vous allez vers l'électrique? Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça? Notre idée, c'est de proposer les véhicules les plus polyvalents possibles, mais plutôt des petits véhicules, parce que là aussi, par rapport à la propriété, où j'achète un gros véhicule, parce que 3 semaines dans l'année, je dois emmener toute ma famille en vacances, et que 80% du temps, je roule tout seul dans un véhicule de 2 tonnes. Donc nous, c'est l'inverse. 80% de nos véhicules sont des petits véhicules citadins, et 20% sont des plus gros véhicules quand j'ai besoin d'aller plus loin. Et après, pour cette polyvalence, donc aujourd'hui, on est plutôt majoritairement encore sur du modèle thermique, on est plutôt passé à l'hybride, et on commence à mettre quelques voitures électriques, mais là aussi, c'est aussi un modèle à trouver, puisque nous, notre métier dans l'autopartage, c'est que la voiture rentre, elle puisse ressortir immédiatement, 10 minutes après, et donc toute la question du temps de charge et de l'autonomie est pas évidente à résoudre en autopartage. Donc on y va, mais doucement. Je comprends bien. Anne Ponchon, quels sont les retours d'expérience des utilisateurs? Ceux qui, Jean-Baptiste Schmider disait, ça prend du temps pour s'installer dans une ville ou dans une communauté de communes, dans une métropole. Ceux qui décident d'y aller, c'est quoi leur retour d'expérience en fait? Il y en a plusieurs. Donc aussi cette réponse d'abord évasive, parce que avec Cities, on est vraiment sur un service de proximité très local où en quelque sorte chaque usager est vraiment bien pris en compte. Donc il y a différents types, et puis en plus tout le monde ne change pas de comportement selon les mêmes motifs. Il y a ceux qui viennent à l'autopartage parce que un jour ou deux, ils ont eu une voiture en panne et que finalement ils essayent le service dans l'urgence et finalement ils y restent plutôt que de racheter une voiture plus performante. Il y a les entreprises qui avaient des voitures sous-utilisées, où c'était difficile de faire le jour où il faut emmener la voiture, changer les pneus, il fallait trouver un salarié disponible, etc. Donc qui ont souhaité évacuer ces soucis dans le quotidien de la gestion des voitures. Donc ceux-là qui sont passés au service Cities, leur retour, il est tant mieux, parce que maintenant j'ai à m'occuper de la voiture que quand j'en ai besoin et pas le reste de l'année. Donc ça leur simplifie la vie. Et puis, il y a toute une partie aussi d'autopartageurs qui sont satisfaits de leur engagement, on va dire, écologique pour ce service-là, qui sont même prêts à venir à des moments d'autopartageurs pour partager leur expérience, pour aider à trouver des pistes d'amélioration du service. Donc voilà, selon les motivations, les retours seront différents, mais en règle générale, très, très positifs, si c'est pour des utilisateurs qui restent à l'autopartage ou sur des besoins plus ponctuels, comme partir en vacances avec une plus grande voiture, ou alors gérer un temps où on a, comme le disait Jean-Baptiste, un jeune qui vient d'avoir le permis, et plutôt que d'acheter le 3e véhicule dans le foyer, d'utiliser un service. Merci beaucoup, merci à tous les deux, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables de l'hydrogène au programme. Smart Ideas, et je vous présente tout de suite notre invité Didier Arénal. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur général de HM pour Efficient Hydrogen Motors, entreprise créée en mai dernier. Alors c'est d'abord une histoire bretonne, expliquez-nous. Oui, voilà. Alors, déjà une histoire bretonne, parce que l'inventeur, donc André Morin, est breton avant tout, et puis la plupart des gens de l'équipe sont bretons, et finistériens en plus. Mais le début de l'histoire s'est passé quand même aux États-Unis aussi, aux US, avec le docteur Wilson Ago, qui est à Santa Barbara, et professeur donc émérite aussi, quoi. Donc c'est la France et les États-Unis. Et d'ailleurs, vous avez déposé déjà 2 brevets, un en France et un aux États-Unis, si je ne me trompe. Nous avons déposé 2 brevets en France et pour l'Europe, et des brevets aux US aussi. Et l'année prochaine, on va redéposer 2 autres nouveaux brevets sur les moteurs donc à hydrogène. Alors, en quoi ce moteur ou ces moteurs sont innovants ?
Alors, pourquoi c'est le moteur innovant? Nous sommes sur un moteur 5 temps, les moteurs actuels sont plus sur du 4 temps. Et dans la conception, on a un très bon rendement, des rendements supérieurs à 50%. Et nous avons conçu donc, le moteur à partir d'une feuille blanche pour l'hydrogène et entièrement pour l'hydrogène, parce que l'hydrogène a vraiment des qualités et des spécificités que n'a pas le pétrole autrement. Ouais. Vous êtes dans une stratégie de rétrofit, alors il faut réexpliquer peut-être ce que c'est, c'est-à-dire quoi? Vous allez remplacer les moteurs existants par vos moteurs hydrogène, c'est ça l'idée? On est avant tout donc, dans la transition énergétique. Ouais. On part du principe qu'un camion et un bus a déjà beaucoup de carbone embarqué. Ouais. Donc, pour éviter de refaire du carbone pour faire du nouvel acier, on garde l'acier existant et on enlève le moteur existant du camion et on remplace par notre nouveau moteur. Ouais. On rajoute des bonbonnes d'H2 et de l'électronique et le camion ou l'autocar peut repartir à la route. Ouais. Votre marché, c'est quoi? C'est uniquement les gros véhicules? Alors, après, c'est des positionnements, on ne peut pas être partout, vous savez bien. Oui. On est vraiment dans la mobilité lourde. Donc, on a choisi les véhicules de 19 tonnes, 26 tonnes, 44 tonnes et les autocars. Voilà. Et est-ce que cette technologie, elle pourrait s'adapter à ma voiture, aux voitures du éventuellement, mais pareil, on est en relation avec des constructeurs. Mais quand vous construisez une usine de voitures, ça demande des milliards. Que l'on n'a pas. Nous, on va chercher des millions dans un premier temps. Voilà, donc. Et donc, vous êtes d'abord sur la mobilité lourde. Si on compare l'avantage de l'hydrogène par rapport au thermique existant ou par rapport à l'électrique, parce que c'est ça votre combat aujourd'hui. Voilà. Alors, par rapport au thermique existant, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, les moteurs diesel polluent ou moteurs essence, ça pollue. Donc là, il n'y a pas photo. Ouais. Nous, on est vraiment dans la décarbonation. On n'émet pas de CO2. C'est de la vapeur d'eau qui sort du moteur. Ouais. On est plutôt en bagarre, on va dire, et encore avec la partie plus électrique. Ouais. Alors, avantage, inconvénient, la partie électrique, aujourd'hui, on a besoin de batteries et il faut produire des batteries. Et là, on pollue quand on regarde la chaîne globale. Il y a de la pollution, on peut raconter ce qu'on veut, mais on a de la pollution. Nous, notre solution, quand on produit d'hydrogène vert jusqu'à la consommation, il n'y a pas de pollution. Et on est sur des choses entièrement renouvelables, bon pour la planète et sans vider la planète de sa substance. Mais donc, vous avez dit hydrogène vert, donc ce modèle vertueux, il tient si les conditions de production de l'hydrogène sont durables. Ah oui, on est d'accord. Ouais. Si vous produisez l'hydrogène avec du pétrole, ça sera beaucoup moins durable. Ou du charbon, parce que c'est ça. Ou du charbon. Alors là, on n'en parle même pas. Ouais. Mais aujourd'hui, franchement, il y a plein de solutions pour faire de l'hydrogène vert sans polluer et sans émettre de CO2 sur la planète. Ouais. Ça coûte combien de rétrofiter un camion ou un autocar? Le vaste sujet toujours. Mais là, bon, si on aborde sans forcément donner des choses commerciales hyper pointues, parce que tout n'est pas encore figé. Oui. Mais si on parle d'un camion, par exemple, on serait entre 100 et 130 000 euros à peu près le camion à l'hydrogène. Et sur un autocar, c'est entre 150 et 200 000 euros à peu près. Quoi. Et donc, par rapport à un neuf alors, un neuf hydrogène, c'est entre 500 000 et 600 000. Ouais. Voilà. Un neuf électrique, c'est entre 200 et 300 000. Donc, on serait entre 2 à 3 fois moins cher par rapport à... Voilà. Donc, voilà, ça nous donne un ordre d'idée. Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur. Toute jeune entreprise créée au mois de mai dernier. EHM. Merci Didier Arédal. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.